On va donc poursuivre en fait dans cette même logique. Et donc une fois qu'il arrive à Londres, c'est pas tout. C'était encore les prémices de son califat. Le calife était très jeune. Il avait encore énormément de choses à faire, puisque l'histoire a confirmé en tout cas qu'il allait faire pas mal de choses. Alors, une fois qu'il est arrivé à Londres, quelles ont été ses premières actions? Quelles ont été ses premières... Et là, je donne la parole librement à mes deux invités. Oui, c'est ce qu'on va voir. Son califat a duré 21 ans. Il a passé presque la majeure partie de son califat à l'extérieur du Pakistan. Il n'a plus jamais remis les pieds au Pakistan en raison de cette loi. Mais nous avons vu que au Pakistan, on voulait faire taire le calife de la communauté Ahmadiyya, mais la communauté n'a fait que grandir de plus belle, n'a fait que progresser de plus belle. La communauté n'a cessé de faire de plus grands pas. Une des tâches premières du calife, c'était de mettre en place un système de da'in ilallah, c'est-à-dire il voulait tout faire pour prêcher davantage le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et c'est là qu'on va voir que l'accomplissement de cette prophétie et de ce hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le soleil va se lever à l'ouest. C'est-à-dire que la renaissance de l'islam va se faire à partir de l'ouest. Et depuis que le califat s'est établi en Occident, nous avons vu que la communauté n'a cessé de grandir. Et parmi les jalons de son califat, il y avait en 1989, il avait le fait qu'on avait célébré le centenaire de la communauté Ahmadiyya qui a été fondée, rappelons-nous, en 1889. Et il y a eu, tout au long du reste de son califat, jusqu'à son décès en 2003, il y a eu ces grands progrès que la communauté n'a cessé d'accomplir. Il faut donc, je voulais reprendre un petit peu une idée qui a été présentée là à l'instant, c'est qu'il ne faut pas oublier la profondeur de ce mouvement du Pakistan vers l'Angleterre. C'est la première fois dans l'histoire de l'islam qu'un califat rachida va se transférer à l'Occident. L'Occident va connaître pour la première fois un califat islamique. Maintenant, ils en connaissent un deuxième en la personne du 5e calife. Mais c'était vraiment une grande première. Et pour l'Angleterre aussi, c'était une situation bizarre. Parce qu'en même temps, ils voulaient garder de bonnes relations avec le Pakistan, mais en même temps, étant britanniques, ils voulaient quand même garder leur, vous savez, le truc fair play des Britanniques, l'image de fair play, voilà. Et c'était pour la première fois qu'il y a eu un débat au sein du Parlement britannique pour savoir si on devait garder Mirza Tahir Ahmad ici ou non. Et alors, c'était le ministre des Affaires étrangères qui insistait à ce qu'on le renvoie au Pakistan, qu'il soit déporté donc à son pays. Mais en fait, le ministre de l'Intérieur a refusé. Il a dit que tant qu'il est à l'extérieur de l'Angleterre, il est de votre, de votre ressort. Mais dès qu'il arrive sur le sol britannique, il est du mien. Et donc, moi, je dis que, étant calife, ce n'est pas un poste ordinaire. Lui-même, il l'a expliqué au Parlement. Il a dit, lui, c'est la personne qui va donner la tâche aux missionnaires d'habiter dans X pays, X, Y, Z. C'est lui qui les met dans ces différents pays. Il les nomme. Alors moi, je vais lui proposer de se nommer lui-même pour l'Angleterre. Et donc, comme il a le droit de le faire, ce n'est pas une personne ordinaire. Et donc, le calife s'est nommé en tant que missionnaire et chef religieux pour l'Angleterre. Et c'est ainsi qu'il a eu son visa. Il a eu donc un visa spécial. Et il est resté en Angleterre grâce à ce petit débat au Parlement. Et donc, on voit que c'est la main de Dieu qui est derrière tout ça, parce que sinon, ces choses ne se produisent pas à la normale. Mais ce que le calife a fait, en fait, il faut qu'on comprenne bien la motivation derrière le 4e calife. Il n'y avait pas seulement le fait qu'il était calife, mais il avait une certaine revanche à prendre aussi. Mais la revanche des Ahmadis est toujours par le bien. Idfa' billati hiya ahsan. Donc on prend sa revanche toujours, on se défend toujours parce qu'il est encore meilleur. On ne fait pas, si quelqu'un nous vient dessus avec une épée, on ne va pas se défendre avec une épée. On va prendre quelque chose de meilleur. Et donc, on l'a forcé à quitter son pays, on l'a privé des Ahmadis du Pakistan. Alors la revanche qu'il allait prendre maintenant, c'est que vous avez fait tout ça pour nous empêcher de fonctionner, et bien maintenant,
nous allons fonctionner 100 fois mieux, 1000 fois mieux, 1 million de fois mieux. Et c'est exactement, dans l'essentiel, c'est ce qu'il a lancé. Il a lancé tout un programme, en commençant par le Da'in ilallah, donc former chaque Ahmadi, et en disant à chaque Ahmadi qu'en fait, nous n'avons pas seulement une petite poignée d'une centaine de missionnaires dans le monde. Chaque Ahmadi, homme, femme et enfant, est un missionnaire. Et donc, chacun d'entre eux doit ramener des nouveaux convertis. Et c'est ainsi que ce mouvement a été lancé. Et ensuite, il y a eu bien sûr d'autres choses. Il y a eu beaucoup de travail au niveau, comment dire, structural aussi, à l'intérieur de la communauté. Rien que les mosquées qui ont été construites dans le monde entier, alors qu'on était en train de fermer nos mosquées au Pakistan, y mettre le feu, les écraser, etc., eh bien, rien que durant le 4e califat, nous avons construit dans le reste du monde plus de 13 000 mosquées en 21 ans. Il faut le faire. Ouais, 13 000 mosquées, c'est quand même... Et ça, c'est durant le 4e califat. Quand on en arrivera au 5e, on va voir que maintenant, ça va encore plus rapidement que cela. Cela est même possible. Mais en fait, ce qu'ils ont voulu faire, ils ont obtenu le contraire. Ils ont voulu faire taire le calife, mais Allah, lui a ouvert... Il a donné la parole en quelque sorte. Exactement. Oui. Il a ouvert les portes du ciel même. Et je vais m'arrêter là, donc on pourra parler un peu de ça. Parmi les plans dont on voit maintenant les fruits, on peut dire, c'est le calife, il a lancé le plan Waqfini Now en 87, où il a encouragé les parents Ahmadis à dédier leurs enfants avant leur naissance, avant la naissance de leur enfant, pour qu'ils puissent, quand ils vont grandir, s'ils l'acceptent, de servir la communauté en tant que missionnaire, en tant que médecin, en tant qu'enseignant, en tant qu'ingénieur, en tant que présentateur. Et donc, c'est un plan qu'il a lancé et nous sommes en train maintenant d'en voir les résultats. Il y a plusieurs de ces Waqfina qui ont grandi, qui sont devenus des adultes et qui ont passé leurs études de missionnaires, qui sont en train de servir la communauté. Donc, voyez comment Dieu a préparé le terrain pour que la communauté puisse accomplir sa mission qui était en fait de présenter l'islam véritable au monde. Et c'est vrai que... Oui, vous pourriez dire quelque chose à ce sujet. Justement, par rapport à ce projet des Waqfina qui a été lancé, aujourd'hui, on commence à vraiment à percevoir les fruits de ce projet, parce que les Waqfina qui avaient dédié leur vie dans les années 86-87, arrivent aujourd'hui à un âge mature, soit ils ont fini leurs études, soit ils ont dédié leur vie. Donc il y a cette fameuse dualité, on le sait, les personnes qui ont dédié leur vie peuvent choisir, une fois qu'elles ont réitéré leurs vœux devant le calife, à l'âge de à peu près 18 ans, on considère globalement que c'est l'âge de la maturité, on choisit soit de faire des études et on poursuit en fait dans une filière qui serait universitaire ou séculière, exactement. Généralement, il y a certaines filières qui sont privilégiées par rapport à d'autres. On cherche notamment, souvent on demande aux Waqfina d'aller plus dans les facs de médecine ou encore dans l'ingénierie mécanique. Le journalisme, le droit. Dans le droit. Dont vous-même notamment, vous faites partie de... Ensuite, il y a la deuxième aile qui est l'aile vraiment théologique de ce projet, et qui consiste à former des personnes qui vont être formées dans une école de théologie, et qui vont obtenir un diplôme en langue moderne, il me semble, c'est bien ça. Et donc à la fin de cette école, on obtient donc ce fameux diplôme, et ensuite le calife nous affecte un poste en fonction de plusieurs paramètres, en fonction des besoins, en fonction des connaissances linguistiques, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on voit que d'une part, il y a cette bénédiction qui commence à voir le jour, parce que les gens deviennent suffisamment... Parce qu'ils sont par milliers, il ne faut pas c'est ça, on minimise un peu les chiffres, mais c'est vrai que... Les Ahmadis dans le monde entier sont venus de l'avant pour répondre à cet appel. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'enfants, en fait, beaucoup d'entre eux qui ont grandi à présent, sont des adultes, qui sont en train de servir la communauté, qui aide à répandre, à propager ce message de l'islam dans le monde entier. Et donc, nous sommes vraiment la seule communauté où on voit un tel mouvement
dès l'enfance. Et c'est indéniable, c'est indéniable, je pense que chaque personne, chaque enfant dédié vous le dira, qu'il y a, je ne sais même plus, un océan de bénédiction qui vient avec le fait de dédier sa vie. Que vous choisissez une filière ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance sur le fond, puisque on a l'impression vraiment que si on est sincère, si on a vraiment les bonnes intentions, la main de Dieu nous accompagne. Et je pense que qu'est-ce qu'on pourrait désirer d'autre que ça? Exactement. Et je pense que ça résume assez bien les Wokfeno, qui soient de France pour moi, du coup, ou d'ailleurs, puisque, comme vous venez de le dire si justement, ils sont par milliers et dans le monde entier. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de la Jamaat Ahmadiyya aujourd'hui, et justement de ce projet qui a été lancé par donc notre bien-aimé 4e calife.